Voilà, téléspectateurs, c'est avec sourire que nous démarrons ce magazine, ça fait débat. Bienvenue à tous, nous sommes bien au rendez-vous pour évoquer les questions d'actualité. Oui, la dernière actualité, c'était entre autres le retrait des rebelles d'Ouvira. Ah oui, pour quelle destination? C'est la grande question. Est-ce une simulation? Ou alors que le gouvernement également appelle à la vigilance, à la prudence? Oui, on va évoquer cela. Comment comprendre cette situation qui arrive où justement Ouvira a été pris au lendemain des accords? Comment comprendre ces accords? Comment et justement évoquer cette situation en ce net moment et surtout les partenariats que la RDC noue avec différentes nations, notamment les États-Unis d'Amérique, qui a déjà déclaré avoir aidé la RDC et le Rwanda à signer cet accord. Donc, du côté des États-Unis, on suppose qu'il a fait sa part. Donc, il revient à la République démocratique du Congo et au Rwanda de voir comment résoudre cette crise, ou plutôt cette agression liée par l'AFC M23. Voilà un peu en gros l'actualité que nous allons évoquer aujourd'hui avec des invités, oui, pas le moindre. Nous avons monsieur Carlos Mopili qui est professeur et président de la société civile de Kinshasa. Nous avons monsieur Innocent Kadiatambwa, cadre de l'UDPS, monsieur Henri Kalimassi, cadre de l'AFC, monsieur Mathieu Tekizala. Pardon? C'est l'AFDC, pas l'AFC. L'AFDC. Cadre de la FDC, mais aussi monsieur Mathieu Takizala, opérateur économique. Nous allons également avoir sur ce plateau monsieur Jean-Claude Chibango, qui est président du Rassemblement des Congolais chrétiens, proche de la Mouka. Voilà un peu le décor qui est ainsi planté aujourd'hui. Justement, que devrions-nous comprendre aujourd'hui avec le retrait des rebelles d'Ouvira? Oui, c'est-à-dire, je suis d'abord très joyeux de vous faire voir que nous avons entamé le processus de la mise en application de l'accord de Washington, puisque cette signature-là nous a procuré, malgré la mauvaise intention du Rwanda, aujourd'hui par la force, ils ont commencé à déclencher leur sortie, comme les accords martelés, comme quoi il faut quitter sur le sol congolais. Moi, je suis très ravi. Donc, le processus ne nous étonne pas parce que, malgré qu'ils ont fourni tous les efforts possibles pour échapper, après qu'il y ait cette signature-là, les Rwandais ont compris qu'ils ont été mis en piège. Ils ne peuvent plus faire des choses de n'importe comment, comme ils violaient auparavant les accords de Luanda, les accords de par-ci, par-là, non? Le partenaire qui est les États-Unis, c'est un partenaire qui pèse beaucoup dans le méandre diplomatique. Vous êtes sans ignorer que le principe diplomatique, c'est l'apport aussi des forces. C'est la pesanteur de la personne du partenaire sur laquelle vous êtes en train de contracter ou de signer ces accords-là. L'objectif dans tout ça, que nous puissions atteindre les résultats. Mais l'essentiel, c'est que nous avions aboli tout ce qu'il y a eu antérieurement. C'est là où les groupes de rebelles ont aussi compris qu'il n'y aura plus quelque chose qui sera à leur considération, soit disant que nous avons le M23 et ainsi de suite, parce que ces accords-là ont effacé leur subsistance, tant politique que juridique. Et je voulais aussi y ajouter pour dire quoi? La guerre en soi, qui a essayé d'embraser notre pays pendant ces 30 ans, c'est parce qu'il y a eu certaines signatures sur lesquelles les M23 brandissaient quelque chose. Mais maintenant, avec ces accords, ils ne vont rien brandir, puisqu'il n'y a plus rien qu'ils vont brandir, soit disant qu'ils leur donnent légitimité de tout ce qu'ils faisaient illégalement. Alors, monsieur Kalimassi, on parle de retrait, on parle de victoire des FARDC sur les rebelles. Qu'est-ce qui s'est passé à Ouvira exactement? Bon,
Jusque-là, j'ai pu rester pessimiste par rapport au retrait du M23. Mais j'ai la ferme conviction que, comme les États-Unis, qui sont derrière nous aujourd'hui au travers le président Trump, qui ne voudra jamais accepter une humiliation de la part d'un petit président comme Kagame, je crois que la décision ou les résolutions qui ont été prises par les États-Unis par rapport au retrait des Rwandais finiront par se concrétiser. Mais maintenant, nous devons rester vigilants parce que, comme vous le savez, les Rwandais, avec ses supplétifs de M23 et l'AFC, sont souvent malins. Cela ne doit pas nécessairement nous rassurer qu'ils ont quitté Uvira. Nous devons veiller et attirer toujours la lanterne de ceux qui nous accompagnent pour exiger au Rwanda non seulement de quitter Uvira, mais de quitter également l'ensemble du territoire ou des provinces qu'ils occupent. C'est là où je me rejoins aujourd'hui à mon autorité morale qui a toujours eu une vie anticipative, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui déjà, à l'époque, il insistait sur la résolution 2773. Et aujourd'hui, comme il a toujours été maître, aujourd'hui il est rejoint par l'opposant Martin Fayoulou, qui va aussi dans les mêmes sens. Donc l'idéal aujourd'hui, ce n'est plus Uvira. L'idéal, c'est de voir les Rwandais, avec ces supplétifs de M23, de libérer l'ensemble des provinces qu'ils occupent à l'est de la République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour moi aujourd'hui, parce que vous m'avez pris à pied levé, parce que je ne cesserai de le dire. Je continuerai à féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'aménage aucun effort. Son souci majeur, ce n'est pas ce que nos opposants pensent ou ceux qui étaient au pouvoir hier. Tshisekedi passera, il fera ses 2 mandats, mais l'important dans tout ça, c'est de mettre fin à une guerre qui a préjudicié la République depuis bientôt 30 ans. C'est de mettre fin aujourd'hui à un homme qui se croyait être maître d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, mais c'est Kagame. Aujourd'hui, Kagame est au dos du mur. Je vous avais dit autrefois, quand j'étais passé ici à l'émission, que Kagame sait jouer des présidents africains. Mais il ne se jouerait pas du président américain Donald Trump, qui n'acceptera jamais voir sa personnalité être humiliée. Et si Kagame ne tire pas garde, si il ne réfléchit pas, je vous dis, son sort sera peut-être la mort. Mais est-ce n'est pas aujourd'hui un revers un peu plus que voir le Rwanda être sanctionné, un jour par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Uvira, qui sont ceux qui devront réellement nous dire que Uvira est libéré, alors que le gouverneur provincial évoque par exemple des villes, des jeeps qui quitteraient Uvira pour Fizi, mais qui étaient vides. Est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que l'armée congolaise a réellement récupéré Uvira et peut nous certifier que les rebelles ont quitté cette ville? C'est un peu compliqué là, nous attendons tout des réseaux sociaux. Parce que selon la RTNC, la chaîne officielle, Uvira n'était pas encore tombée. Selon les C5, Uvira n'était pas encore tombée. Uvira est tombée lorsqu'il y a eu les communiqués du retrait unilatéral de l'AFC M23 par le coordonnateur Nanga. Donc on vit dans un contexte où le peuple est privé des droits même à l'information. Mais moi, selon mes recherches en droit des conflits armés, où j'ai su que les Rwandais n'est que un pion des multinationales anglo-saxons, américaines, ou je peux dire minérales,
je pense que tout ce que les États-Unis peuvent justifier par voie de communication, c'est pour se laver la face. Parce que s'il faut interroger l'histoire depuis l'Antiquité, l'Occident n'a jamais voulu porter la responsabilité criminelle de tout ce qui se passe en Afrique. On cherche toujours à responsabiliser un Africain. Et là encore, ça rejoint les narratifs bébés que nous avons développés maintenant là, de dire que c'est Kagame, c'est Kagame. Pourtant, on connaît depuis plusieurs années que ce n'était pas Kagame, mais Kagame a été utilisé comme Mobutu a été utilisé contre Savimbi, contre Samora Machel, contre tous les pays progressistes de l'époque. Mais quant à ce qu'on parle du retrait, il faut d'abord dire qu'il faut interroger l'histoire. On a connu le retrait du M23 en 2012, de la ville de Goma jusqu'à 20 km vers Kibumba. Et là, c'était quand Goma est tombé, le président Joseph Kabila de l'époque, il a pris son avion et il y avait les mini-sommets entre les trois présidents et une des résolutions avait demandé au M23, commandé par Sultan Matukenga à l'époque colonel, de se retirer de la ville de Goma. Et le M23 s'était retiré effectivement de la ville de Goma. On a vu aussi récemment le M23 s'est retiré unilatéralement aussi de l'agglomération de la cité de Walikale. Et aujourd'hui, nous suivons cette annonce du retrait du M23. Mais je voulais dire une chose par rapport à la propagation des faux bruits, des prétendants experts stratèges militaires qui nous ont fait croire que Uvira était une ville stratégique. Si Uvira tomberait, Kalemi tomberait, et puis dans une semaine, Kasaï tomberait, et puis Kinshasa tomberait. C'est que il faut que le média congolais puisse sélectionner des invités dans cette période. Pas n'importe qui, même la personne qui n'a jamais tué un serpent, il ne peut pas venir se passer pour un stratège militaire. La preuve est que Uvira était une ville stratégique, hautement stratégique pour le Burundi, parce que Uvira c'est à la porte de la capitale burundaise, mais Uvira n'est pas une ville stratégique pour prendre Kalemi. Pour prendre Kalemi, selon la stratégie militaire, on passe par le couloir des hauts plateaux de Fizi ou d'Uvira, sans même passer par... Mais alors, en parlant justement de Fizi, certaines rumeurs disaient d'ailleurs que les rebelles se dirigeraient vers Fizi, vers le haut plateau, pour justement mieux encercler Uvira, une stratégie pour une simulation pour finalement récupérer carrément Uvira dans son entièreté. Mais pendant la Fidèle, après la chute de Kidoti, Lemera, c'est Uvira qui est tombé. Et c'est après la chute de Uvira qu'on est allé maintenant prendre Bukavu. Et Kalemi est tombé plusieurs mois après. Donc ce n'est pas ça. Mais par rapport à l'accord de la paix signé à Washington, je reste là. Parce que c'est une question qui relève de ma spécialité du droit international. Je l'ai dit encore que c'était un pseudonyme. Ces noms-là, c'était, je peux dire, c'est un faux titre qu'on a brandi. Parce que lorsqu'on signe un accord de paix, l'accord de paix est signé entre les deux belligérants. Jusqu'à la preuve du contraire, si on interroge le droit international humanitaire, que j'enseigne brièvement, il n'y a jamais une déclaration de guerre entre le Congo et le Rwanda. Et voilà comment ça s'est fait, le contenu. Lorsqu'on signe un accord de paix et que les belligérants n'ont jamais déclenché les hostilités, on signe ce qu'on appelle les contenus, ce qu'on appelle le pacte de non-agression. Vous ne trouverez pas dans cet accord. Lorsque les hostilités sont déjà actives, c'est-à-dire il y a déjà des combats, vous trouverez dans l'accord un engagement de cesser les faits entre les deux belligérants. Et même les échanges des prisonniers, tout consort. Mais vous ne trouverez pas dans cet accord. Mais dans cet accord, vous trouvez toute une obésité des engagements liés à la cogestion, à la coopération économique. Donc, ça nous fait un peu déraper. Et je termine pour dire,
le respect de l'intégrité territoriale et le principe de non-agression. Ce n'est pas dans cet accord-là de Washington qui n'a pas de nature juridique, plus que l'article 2 de la charte de l'ONU, plus que l'article 3 de la charte de l'Union africaine et le pacte de la CIRGL, qui sont des traités de nature contraignante et de principes qui relèvent du droit international. Là, justement, maintenant, lorsqu'on veut demander au Rwanda de ne pas nous attaquer parce qu'il a signé l'accord de Washington, alors que le président Kagame lui-même l'a dit devant Trump, que le non-respect de cet accord n'engagerait pas Donald Trump, cela veut dire qu'il voulait déjà prévenir que quand il va attaquer, Trump, soyez tranquille, laissez-nous nous bagarrer. Donc je pense que nous sommes un État, membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine, nous avons des instruments juridiques internationaux contraignants et que nous devons à chaque fois évoquer, pas seulement se limiter à cet accord de paix, selon les titres, entre la RDC et le Rwanda. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Alors, M. Takizala, on a parlé des accords économiques, on voit que finalement, ça ne concerne pas réellement la paix, parce que si l'accord était dit de paix, il y aurait justement, en entérinant précédemment, on aurait déjà connu cette trêve, mais on sent effectivement que le Rwanda n'est pas dans cette logique-là. On sent effectivement aussi que la FC-M23 ne veut pas entrer dans cette logique-là. Ce qui économiquement nous fait perdre beaucoup d'argent. Et sur le plan sécuritaire, c'est des milliers de Congolais aujourd'hui qui sont en déplacement parce que l'effet de communication, à chaque fois qu'il y a Ouvira est tombé, Ouvira va tomber, c'est des mouvements en masse qui se déplacent, des Congolais en masse qui se déplacent justement pour devenir réfugiés. Madame, je vous remercie d'abord. Cette question est tellement pertinente. Vous devez savoir que les Congolais aujourd'hui sont en train de découvrir, par exemple, ce qu'on appelle le taxe sur la valeur ajoutée. Nous sommes un État. Cette taxe a été inventée pour financer la guerre. Et la République démocratique du Congo a fait presque 30 ans, 3 décennies, où on a des conflits militaires. Nous devons s'affirmer comme un État. Un État, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, le développement des États comme la Corée, l'Allemagne, la France, ça s'est fait autour de la guerre. Et autour de la guerre, vous devez intérioriser l'esprit, ce qu'on appelle l'approche de l'économie de la guerre. L'économie de la guerre, c'est quoi? Il faut que le Congo, parce que la guerre, il faut le financer. La guerre, il faut le consommer. Parce qu'on consomme quand on a une période de la guerre. Nous achetons des outils, nous consommons, nous achetons du kérosène, nous achetons des appareils. En France, par exemple, des grands constructeurs, Rafale, a été inventé dans la période de la guerre. C'est dans la période de la guerre qu'on utilise l'ingéniosité. Vous savez, la guerre congolaise a pris beaucoup longtemps. Pourquoi? Parce qu'on a toujours utilisé ce qu'on appelle l'intelligence politicienne, comme en 1960. C'est-à-dire qu'il faut maintenant utiliser aussi cette intelligence, la partie que j'occupe, qui est l'intelligence économique. Parce que le Rwanda aujourd'hui, s'il est le beau-gier, la belle fille de quartier, parce qu'il cohabite aussi avec le lobby économique. Maintenant, le lobby économique, c'est ce que j'appelle au président Tshisekedi, qu'aujourd'hui, les traités, c'est bien. On est allé, on discute, tout ça, ainsi de suite. Il faut savoir qu'en politique, l'amitié n'a jamais existé. Chaque État, mon confrère Donald Trump, qui est un commerçant, ce n'est pas un politique classique, c'est un commerçant. Lorsqu'il arrive, il comprend que la balance commerciale extérieure c'est une parenthèse, de la République américaine, fédérale américaine, face à un rival qui est aujourd'hui incontournable, la Chine. Et qu'est-ce qu'il fallait faire quoi? Il fallait aller dans ce qu'on appelle le politique budgétaire. Autrement, on peut dire politique fiscale. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taxes douanières pour permettre aux industriels, aux usines américaines de revenir. Et les usines américaines, il n'a pas hésité à dire à Zelensky que nous, ça nous coûte 300 et quelques milliards de dollars américains et le retour, il faut nous donner le matière première pour que les industriels américains puissent continuer à travailler. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, il faut que ceux qui gouvernent, vous savez, quand vous perdez de l'emploi, madame, vous allez plus consommer comme vous travaillez. Aujourd'hui, nous avons perdu des territoires qui
Mettez quelque chose dans le trésor public, sur la PIB nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Kinshasa doit faire? Kinshasa doit changer sa façon de fonctionner. Parce que Kinshasa, il doit résoudre 3 problématiques majeures. Le problématique de la guerre, le problématique de l'administration, parce que la guerre, ce n'est pas uniquement l'administration politique, c'est aussi l'administration du territoire, et le problématique de ces entreprises. Nous sommes en économie de marché. J'ai toujours dit ça dans des plateaux à Kinshasa. Comment un État comme la nôtre, nos entreprises et le dindon de la face continentale, c'est-à-dire que nos entreprises ne pèsent pas. Les chefs d'entreprise, je regrette de ne pas être à l'époque de Kimbelu et de Bemba Saolona. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, que son âme repose en paix, il a connu la guerre. Mais vous voyez l'ingéniosité d'un politique. Il a vu qu'il ne pouvait pas cohabiter qu'avec des politiques. Jean Bemba n'était pas un politique classique. C'était un homme d'affaires. Mais il l'a amené dans la période de la guerre pour être le ministre de l'économie. Alors que son fils était chef. Pour être ministre de l'économie. Parce que la guerre, il faut la financer. Mais il y en a également, vous n'allez pas nous dire, M. Bahati Lukwebo, c'est un homme d'affaires. C'est un grand homme d'affaires qui aujourd'hui évolue en politique également. M. Bahati Lukwebo est un homme d'affaires, pas du point de vue pratique. Il est ce qu'on appelle l'investisseur. Ok. Il n'agit pas comme Jean Bemba. Tout le monde savait que la profession de Jean Bemba, c'était un homme d'affaires. Et les entreprises de Jean Bemba, tout le monde connaissait. Mais M. Bahati Lukwebo a commencé dans la société civile. Et la plupart des Congolais, c'est nous là, les initiés dans les affaires, on sait que le vieux a ça. Mais ce n'est pas sa profession. Il n'est pas comme Mathieu Takizala. Moi j'ai une profession qui est l'entrepreneur. J'ai eu quelqu'un qui disait, sinon, je suis un entrepreneur, j'ai fait de l'économie et j'ai fait près de 20 ans comme un chef d'entreprise. La différence sur terrain, c'est quoi entre ce deux cas de figure? Nous devons inventer, ça veut dire que nous devons maintenant se réorganiser. Nous devons inventer, et tout, on ne peut pas dire ça à la télé. Moi, j'ai écrit au président Tshisekedi dès la semaine dernière. Je veux qu'il me reçoive et on a des choses à proposer, à lui donner. Parce que la guerre, la France avait Michelin, avait Lagardère, avait tous les industriels qui a fait que la France gagne. L'Allemagne, pareil. VOE, on l'a créé à l'époque de la guerre. C'est maintenant que notre ingéniosité doit se faire. Et c'est pour ça que j'ai dit aux alliés du président Tshisekedi, y compris eux-mêmes, de s'associer avec les entrepreneurs qui sont actuellement en République démocratique du Congo, les entrepreneurs locaux qui nous vendent le kérosène, qui nous vendent les tenues militaires, ainsi de suite. Ouais, c'est là. C'est ça le nerf de la guerre. Mais c'est comme ça qu'on doit avancer. Mais je connais quelqu'un dans ma région natale, je suis du Pilou, qui s'appelait Biti, un grand commerçant, qui a commencé dans cette cité qui est devenue aujourd'hui ville, Idiofa, et qui est arrivé même à Kinshasa. Biti s'est développé à la période, dans les années de la guerre, les années de la guerre du moulilisme. Ça veut dire qu'il amenait uniquement ce qu'on appelait l'énergie. C'est dans la guerre qu'on fait faire développer le patrimoine économique d'un pays. Mais c'est là... Et aujourd'hui, ces traités, Tshisekedi doit financer la guerre. C'est pour ça que je dis que la TVA a été inventée pour financer la guerre. Et aujourd'hui, il faut l'économie de la guerre. Il faut qu'on baisse les grands salaires en République démocratique du Congo. Il faut que tout le monde participe. Il faut qu'on réduise la taille de ce gouvernement gigantesque. Nous avons besoin maintenant de faire la guerre avec cet État qui a fait un gouvernement de 58 ministres, un État qui n'a même pas 10 entreprises à l'international. Ça, c'est déjà un vrai problème. Donc aujourd'hui, les politiques doivent comprendre qu'ils nous prennent beaucoup d'argent et aujourd'hui, il faut financer l'administration et financer les entreprises. Monsieur Takizala, vous évoquez un problème aujourd'hui. Si vous évoquez l'aspect économique aujourd'hui, c'est les politiques semblent apparemment être déconnectés de l'affaire. Ce qui veut dire qu'il devrait y avoir un changement de narratif. C'est vrai qu'on est en train de parler de la guerre. Mais quels sont, comme M. Takizala le dit, les conséquences ou encore les éléments déclencheurs qui peuvent permettre à l'issue d'une guerre, la RDC se développe. Apparemment, nous, on s'enfonce de plus en plus qu'on nous agresse. Aujourd'hui, on ne développe pas des mécanismes de défense et de développement au travers de cette guerre qui nous est imposée depuis plus de 30 ans. Moi, je pense que nous sommes en train d'oublier une chose sur le Congo. Le Rwanda nous a fait la guerre avec notre propre argent. Il faut regarder comment est-ce que le Rwanda a mis son stratagème en place
il a commencé par l'étouffement économique. La libéralisation des secteurs miniers, c'est une conception rwandaise. Quand vous verrez, comme il a parlé seulement de la TVA, bon, moi je ne donne pas tellement trop raison ça, mais je peux aller avec, non, ça, tout ça sont des accessoires. Ça, ce sont des accessoires. Ça, ce sont des accessoires. Regardons l'aspect tout à fait minier. Le Congo vit avec un soubassement financier minier. Même le budget national est en train d'être soutenu par le secteur minier. Il y a eu la libéralisation des secteurs miniers sur lesquels on a implanté des sociétés, comme il a fait allusion, quand même je lui donne quasiment raison, il a fait allusion aux multinationaux qui ont implanté des sociétés minières au Katanga, et ces sociétés minières-là ont financé en coulisses le plan de la balkanisation. Et c'est ça qui a décrété à ce que aujourd'hui vous avez vu la France soutenir le Rwanda, parce que le Rwanda lui livrait les minéraux à un prix non certifié par l'LMB ou la certification internationale. Tout ceci a causé des problèmes très sérieux, bouchant le Congo à ne pas obtenir le moyen nécessaire pour faire sa défensive. Deuxième élément, vous êtes sans ignorer, il y a eu infiltration sur l'aspect militaire. On nous a infiltrés pour décourager toutes les structures des services de renseignement. Je retourne dans le contexte économique, comme vous l'aviez dit. Dans le contexte économique, lorsqu'on a estimé que beaucoup de sociétés minières avaient des actionnariats rwandais, des actionnariats avec les multinationales, lorsque Tshisekedi est entré, quand Tshisekedi a commencé à résister, on a pris tous les gisements en otage. Il n'y avait plus de développement des gisements. Ils ont pris des PE, ils les ont bloqués. Lorsqu'ils les ont bloqués, il n'y avait plus rentabilisation des moyens financiers. C'est un aspect très important. C'est un aspect où vous renforcez justement la thèse de M. Takizala pour dire effectivement que lorsque les autres sont en train d'investir. Non, c'était une difficulté. M. Takizala n'a pas parlé pour donner une coloration politique. C'est une difficulté qui est vraie. Il faut la réfléchir. Tu sais qu'il y avait des difficultés. C'est aujourd'hui qu'il est en train de débloquer cette difficulté. Quand vous avez vu, il a même transformé dans l'ancienne loi sur l'exploitation artisanale, Kabila a parlé des renforcements, de la création des coopératives, ainsi de suite. Mais quand tu vois aujourd'hui, tu sais qu'il y a du recours vers un partenariat. Quand vous regardez les coopératives en République démocratique du Congo, avec des idées malsaines de l'ancien régime, c'était une façon de colorer, c'est-à-dire là où il pouvait y avoir l'exploitation à grande échelle, elle est réduite en artisanal, mais en même temps le profit était celle-là. Aujourd'hui, tu sais qu'il parle de partenariat. C'est très avantageux lorsqu'il s'est à changer, même avec la jeunesse. Deuxième élément que vous devrez comprendre, puisque vous êtes en train d'aller de part et d'autre. Les gisements, il a fait même dans son discours. Il a dit, je récupère des gisements qui ont été livrés, des titres qui ont été livrés, qui n'ont jamais été mis en développement. Il a fallu reconstituer. Jekamine a mis en place ce qu'on appelle la commission Task Force, qui a résilié, qui a ouvert le processus d'évaluation pour quantifier les gisements, c'est-à-dire ramener le stock stratégique géologique qui était déjà parti. Jekamine lui-même, aujourd'hui qui pouvait faire encore la prospection géologique pour soutenir l'économie, il n'y avait pas de liquide, vous voyez, puisque tous les stocks qui ont été livrés en amodiation ont été presque épuisés. Donc, le gouvernement devrait être coincé. Ni était cette politique-là de Félix Tshisekedi, aujourd'hui, on ne pouvait même pas parler de la dépréciation. Donc, quelque part, il a décanté. Son analyse est fondée, constituant, et c'est dialectique qu'il est en train d'émettre, mais quelque part, vous devrez savoir qu'on a relevé le défi. On ne pouvait pas parler de la dépréciation dans ces contextes ici où les armes coûtent trop cher, où le budget presque à 70% vaut dans l'achat des armes pour faire la défensive. Là, il faut féliciter Tshisekedi. Il y a un aspect que je voulais parler du droit international. Il y a l'accord cadre de l'Addis Abeba, lui il dit qu'il est du droit international. Il y a l'accord cadre de l'Addis Abeba, c'était toujours les acteurs ça réunit les acteurs dans la région des Grands Lacs qui avaient une intention d'accompagner la balkanisation. Il y avait même des résolutions 60-59 qui est arrivé même à décréter, comment dirais-je, les troupes d'armée qui pouvaient agir en République démocratique du Congo sans en tenir compte de l'FARDC. Tout
Tout ça, c'était des mesures d'accompagnement de la vision de la balkanisation avec l'accord cadre de l'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les accords qui ont été signés à Washington, lorsqu'il me dit que ça n'a pas une connotation internationale, profondément, je m'étonne, puisqu'il y a eu la présence des points focaux de toutes les institutions internationales. Puis toutes ces institutions internationales-là n'ont même pas signé à l'accord cadre de l'Addis Abeba. C'était des acteurs qui ont impliqué le conflit dans la région des Grands Lacs, qui ont eu à s'impliquer dans les conflits dans la région des Grands Lacs, mais que ça a pris une connotation internationale. Il y avait même une philosophie que la CENCO a eu à utiliser avec les accords de Saint-Sylvestre pour donner une connotation internationale. Mais comment vous ne voulez pas que Washington, qui a réuni les belligérants, puisque Kagame, c'est le véritable agresseur. On n'a pas parlé d'une quelconque rébellion à l'est de la RDC, mais on a parlé de l'agression valée d'un certain monsieur Kagame, qui a planté les marionnettes des Congolais sous les lieux, afin d'entraver. Aujourd'hui, je te donne un exemple typique. Avant-hier, la mort de Magloire Paluku. Si vous allez, on va vous donner la raison de cette mort. C'est parce qu'il a eu à réclamer. Nous nous battons d'esprit de l'agression, et plutôt d'esprit de la rébellion, mais sans savoir que la nappe de l'implantation du pouvoir administratif, c'était le Rwandais. On amène les Tutsis. Quand il a revendiqué ça, il n'est plus en vie. C'est pour te dire que le véritable agresseur, c'est le Rwanda. Politiquement, il a utilisé la politique elle-même, c'est la manière de gérer les choses, même camoufler les actions dans la discrétion et pour atteindre certains résultats sans pour autant se masquer. Mais Tshisekedi, il faut le féliciter. Kabila ne l'a pas fait. Laurent Désiré Kabila qui est arrivé, il n'a pas dit ça tout haut. Mais Tshisekedi aujourd'hui est en train de démanteler la politique machiavélique de Kagame. Aujourd'hui, le Congo a eu quand même à éclairer le caractère conflictuel et l'implication de cette agression qui vient d'être aussi démobilisée par la participation des États-Unis au travers des accords de Alors Washington. une réaction à chaud, Okay. justement, une réaction à chaud par rapport à l'accord qu'a évoqué M. Innocent. Non, j'ai compris qu'il n'a jamais lu l'accord d'Addis Abeba. Parce que c'était entre le Congo et la région des Grands Lacs. Il n'a jamais lu ça. Parce que tout ce qu'il évoque là, il n'a jamais lu ça. Non, j'ai déjà lu ça. Deuxième chose, vous ne pouvez pas lire un accord, un traité avec le français. Le droit n'est pas une langue, c'est un langage. Ça, il faut retenir. Il y a la différence. Il faut aller tout droit. Mais c'est ce que je vous dis. L'accord de l'Addis Abeba n'a pas impliqué les belligérants, vrai ou faux. Quand l'accord fait intervenir Ouganda, ça veut intervenir le Rwanda elle-même, ça veut intervenir tous les pays qui ont eu à protéger les groupes d'armées. Tu veux me dire que ça n'a jamais fait allusion aux États impliquant sur le processus de l'agression? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a commencé à décrier l'agression en RDC? La réaction. Parlez-moi d'un seul article de cet accord d'Addis Abeba. Le gouvernement de Kinshasa va conclure le traité international en cédant quasiment la souveraineté de son État. Mais alors, ça n'existait pas. Voilà, dans l'accord cadre de l'Addis Abeba. Il n'a jamais lu Alors, ça. monsieur Katalay, si vous pouvez nous aider justement avant la fin de cette émission, d'avoir l'accord cadre d'Addis Abeba pour justement revenir sur ça. Alors, justement, le temps qu'il recherche, et puis il va nous le donner, et puis on va le lire ici sur ce plateau pour éclairer justement les téléspectateurs. Entre-temps, on passe la parole à monsieur Henri Kalimassi, justement pour évoquer cet aspect des choses aujourd'hui. Lorsqu'on le dit, pourquoi les politiques n'arrivent pas à le dire ouvertement? On se focalise sur l'aspect politique, alors que le vrai et le nœud du problème aujourd'hui pour la République démocratique du Congo, c'est le développement. Et que dit développement? On parle de l'économie, on parle justement de ce peuple qui est revanchard, qui doit absolument se développer. On est en train de subir, aujourd'hui on signe des accords, on va avec la ZLECAF, on se dit finalement nous on va vendre quoi? Parce qu'on est un pays consommateur. Nous ne faisons que consommer, alors que l'on sait qu'on le vante tant bien que les minerais s'épuisent. La richesse pour la République démocratique du Congo, c'est avec les terres arables, c'est aujourd'hui l'agriculture, l'avenir de demain pour la République démocratique du Congo. Mais rien de concret. Aucun signal ne semble montrer que le gouvernement pense déjà aux richesses futures de la République démocratique du Congo, alors que l'on se focalise absolument sur les minerais, qui sont d'ailleurs aussi volés par le Rwanda. Madame, d'abord, je voudrais réagir par rapport à la réaction à mes deux co-débatteurs qui sont là, que je n'ai jamais su situer s'ils sont dans l'opposition ou s'ils sont dans la société civile. Société civile, opérateur économique. En tout cas, s'ils le sont, j'ai mis un peu le doute.
Monsieur Takizala, je ne sais pas si vous vivez dans quel pays. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous minimisez un opérateur économique aussi de grande taille comme le professeur Bahati Lukwebo. C'est quelqu'un qui contribue beaucoup dans ce pays en termes de chômage et en termes de taxes. Si vous vivez dans ces pays, peut-être vous comprendrez avec moi que ce sont les usines de cimenterie de Bahati Lukwebo qu'on a pillées à l'Est. Les usines de tomates, les investissements de tout genre. Bahati est presque dans tous les domaines de la vie économique nationale. Et il contribue largement à l'économie et au budget de ces pays. Ça, c'est un point que je voudrais peut-être vous faire voir. Peut-être vous ne maîtrisez pas la personne de Bahati Lukwebo. Bahati n'est pas seulement un homme politique, c'est aussi un grand homme d'affaires dans ces pays, parce qu'il n'a pas commencé dans la politique. Il a commencé dans les affaires avant d'entrer dans la société civile et aujourd'hui, un opérateur politique. Pour M. Carlos Moupili, il dit que la ville d'Ouvira n'était pas une ville stratégique pour atteindre Calais. Écoutez, la ville stratégique telle que définie par le gouvernement congolais, ce n'est pas seulement dans le cadre où vous pensez. C'était dans le cadre de la frontière parce qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le gouvernement burundais qui nous accompagne. Et la ville d'Ouvira parce que le gouvernement, dans sa politique, ne pouvait pas baisser les bras. Son objectif était de récupérer la province du Sud Kivu ainsi que du Nord Kivu. Et la ville d'Ouvira, dans le cadre stratégique, est constituée d'une base arrière. Parce que le Burundi pouvait nous alimenter à partir d'Ouvira pour réattaquer Bukavu et récupérer les provinces occupées par les rebelles. Voilà pourquoi on regrettait ou on continue à regretter la prise d'Ouvira par rapport à son caractère stratégique. Dans l'accord, vous n'avez rien vu. Mais l'accord là qu'on a signé aux États-Unis, c'est un accord où il y aura des sous-accords. Vous comprenez? Si vous le lisez bien, il y a la partie Grand Lac qui va signer des accords économiques pour rentrer dans la case de départ d'antan, en fait de renouer toutes les relations économiques qui existaient. Vous comprenez? Je n'ai pas vu ça. Il faut relire, parce qu'il faut relire ça très bien et vous comprendrez que l'accord qui a été signé là-bas, c'est les grands dans d'autres. Et lorsque vous lisez cet accord, il y a au moins 9 points qui sont dans cet accord-là. Si vous lisez ces 9 points-là, vous comprendrez qu'il y aura d'autres accords qui seront signés entre les pays africains. Mais maintenant, je viens sur le plan économique, que c'est pendant la guerre que Tshisekedi devrait faire ceci pour récupérer la situation. Mais c'est Takizala. Le président Tshisekedi a compris que Kagame a madoué les États-Unis pour les minéraux qui ne se trouvent pas dans son sous-sol. Et que le Congo, c'est la pépinière même de ce que Kagame trompait ces multinationales. Raison pour laquelle le président Tshisekedi n'avait pas autre chose. Il s'est dit, au lieu que Kagame continue à tuer ma population pour les minéraux qui m'appartiennent, moi-même je porte ces plans économiques aux États-Unis, donc auprès de Trump lui-même pour qu'il morde à ces plans. Et Trump a mordi. Et aujourd'hui, il y a des fruits qui se portent. Comment ça va se passer? Trump ne viendra pas piller les minéraux congolais. Nous avons un code et un règlement minier qui structure les domaines miniers ou les secteurs miniers en République démocratique du Congo. Et lorsque les multinationales viendront s'installer à l'Est, ce sont les entreprises qu'ils porteront. Ces entreprises éradiqueront le chômage. Ces entreprises contribueront au développement socio-économique et infrastructural du coin. Pourquoi pas de la République démocratique? Vous dites, madame. Est-ce qu'ils ne sont pas déjà implantés de manière illégale à l'Est? Est-ce qu'ils n'exploitent pas déjà? Écoutez, madame, à Kigali. Qui ne connaît pas que Kigali était soutenu par les multinationales américaines? Tout à fait. Qui ne les connaît pas? C'est là où il faut féliciter l'intelligence du président de la République et son entourage et son gouvernement. Oui.
Il a su comprendre cela. Et aujourd'hui, il a contourné les plans machiavéliques de Kagame pour aller montrer aux États-Unis que comment vous allez au Rwanda qui n'a rien. Moi, je vous donne tout. Et aujourd'hui, Kagame, à cause de cela, il est le dos au mur. Il pensait tromper la vigilance des Américains ou des multinationales. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'Union européenne tout entière qui est derrière la RDC, qui condamne le Rwanda. Aujourd'hui, c'est le vice-premier ministre belge qui a pris parole pour condamner les Rwandais et demander aux Rwandais de se retirer du sol congolais. C'est pour dire que lorsque les États-Unis prennent le devant, c'est l'ensemble de ces pays-là qui soutiennent les États-Unis et qui mettront les Rwandais les deux au mur. C'est pourquoi moi je ne cesserai de le dire. Je continuerai à féliciter le président de la République pour ce rôle qu'il a pu jouer pour ces pays. Bien que demain il ne sera plus président, mais au moins les Congolais se souviendront de lui pour avoir mis fin à la guerre de l'Est, pour avoir mis fin à l'hégémonie de Kagame, pour avoir mis fin à tous ces sangs qui ont coulé à l'Est au travers ces multiples rébellions montées par Kagame. Tshisekedi aujourd'hui a dit non au mixage. Il a dit non au brassage. Et les États-Unis ont compris et l'ont accompagné dans ce sens-là. Mais cet Akiza-là a parlé de Jeannot Bemba. Je ne sais pas l'âge qu'il avait à son temps. Mouzé Kabila avait pris Bemba dans son gouvernement parce qu'il était opérateur économique. Mais vous savez ce que Jeannot Bemba avait fait, paix à son âme. Pendant qu'il y avait les monopoles, Mouzé voulait imposer les monopoles avec l'Idi Congo. Mais tous les Libanais se sont retrouvés à Brazzaville, où les minéraux sortaient en fraude alors que Jeannot Bemba était ministre de l'économie. Ça au moins vous ne le savez pas. Est-ce que Jeannot Bemba avait aidé Mouzé dans ce sens-là? Parce que tous les Libanais sont allés s'installer à Brazzaville et les minéraux quittaient Chikapa, Mbujimai et allaient se vendre à Brazzaville. Pendant que Mouzé voulait monopoliser. Vous réagissez comme un politique, pas comme un gestionnaire. Vous allez, juste après, vous aurez, on va vous accorder la parole. Je voudrais vous répondre par rapport à ça, parce que je vous vois un peu tâtonner et patauger. Je suis un économiste, monsieur. Vous allez réagir. Je suis un financier. Vous allez réagir. Vous aurez votre temps de parole. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Ne soyez pas émotionnel. Je ne suis pas émotionné, je suis un Donc, praticien. gardez votre sang-froid. Vous aurez votre temps. Vous n'avez pas de leçons à nous donner. C'est un débat. Nous sommes en train d'y travailler et le président de la République est la personne la plus informée. Il est l'opérateur économique au premier plan. Il connaît tout ce qui se passe. C'est parce qu'il a des techniciens, que ce soit à la présidence dans le domaine économique, que ce soit dans le gouvernement. Il a des experts internationaux dans ce domaine. Ça ne lui empêche pas d'avoir aussi une oreille attentive vers des points qui sont contraires à vous. Mais cet Akiza ne soit pas un donneur de leçons. Il peut faire une analyse fondée, mais pas en se comportant comme un donneur de leçons vis-à-vis d'un président de la République. Ça, je ne serai jamais d'accord. Monsieur Takizala, justement, vous réagissez comme un donneur de leçons? En tout cas, je regrette ce genre d'attitude. Nous sommes en plein 21e siècle, mais je comprends, il est militant, il est politique. Et la politique congolaise, c'est ça. Vous savez, la politique, c'est les deux oreilles. C'est les deux oreilles. Vous comprenez? Non. Maître Mobélé. S'il vous plaît. Monsieur Takizala, réagissez en tant que Je pense qu'on doit respecter ceux qui sont à la maison. Les étudiants sont là, les entrepreneurs sont là, les économistes sont là et les politiques sont là. Personne n'est ennemi de M. Tshisekedi. Peut-être je suis plus ami avec Tshisekedi que vous. Peut-être. Vous comprenez? Il faut pas. S'il vous plaît. Nous parlons. S'il vous plaît, nous sommes dans le débat. S'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi a été élu par des Congolais. Monsieur Tshisekedi. Au sommet de l'État, il n'y a pas d'amis. Au sommet de l'État, il n'y a pas d'amis. La tolérance, s'il vous plaît. S'il vous plaît.
plaît, monsieur Kalima, s'il vous plaît, monsieur Bopili, s'il vous plaît, mais également, non, il faut les laisser réagir comme les confrères. Il est en train de donner monsieur Takizala s'exprimer. Éviter les attaques individuelles. Rester dans le débat. Je rappelle ici sur ce plateau, nous sommes sur le plateau de Télé 50, oui, et nous débattons du sujet d'actualité qui fait trait aujourd'hui à l'économie. Donc, nous évoquerons les questions économiques. Chacun est libre de donner son point de vue, libre également aux téléspectateurs de juger qui analyse mieux, qui s'exprime mieux. Madame, je m'excuse. Monsieur Takizala, on revient sur votre aspect économique. Parce que monsieur Kalima est revenu sur... Oui. Ce que vous aviez dit. Nous sommes dans les espaces publics, madame. Chacun a son métier. Je pense que vous prenez par exemple, prenons l'exemple du président Trump. Lorsque le président Trump, c'est un homme d'affaires, il devient aux affaires, il évite ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Tout le monde sait dans la politique américaine que le président Trump, c'est un homme d'affaires. Mais mon frère, l'aîné, qui cite, nous savons qu'il est acteur de société civile. Mais ça ne l'empêche pas d'être investisseur. Mais ce n'est pas la profession du métier, je ne l'ai pas minimisé. Je connais les enfants. Il ne le met pas en avant-plan. Donc, évitez. On sait quelle est la profession du professeur Bayati. Évitons de faire du méli-mélo inutilement dans ces plateaux. Ce que nous disons ici, c'est quoi? La politique, ce n'est pas uniquement dans les affaires du ministère. La politique, c'est aussi occupé de tout le secteur de la vie. Mathieu Takizala, c'est un homme d'affaires congolais qui donne son opinion dans la situation qui dit des temps en République démocratique du Congo. Nous sommes en chômage de masse. Ce que vous citez, personne ignore la compétence de Janon Bemba comme un grand homme d'affaires du continent africain. Vous n'allez pas le minimiser. Il a son expertise. Et le prévané dans le secteur aéronautique aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Il faut éviter d'être militant dans des plateaux. Il faut être expert. Et ça, c'est bien. Nous ne sommes pas en période de campagne. Monsieur Janon Bemba arrive, il a fait ce qu'il pouvait faire comme ministre de l'économie. Mais dit les Libanais, ce sont des investisseurs venant d'ailleurs. Mais la politique nationale est alimentée du point de vue économique par des acteurs locaux. Ça veut dire que nous devons avoir le panissement des entrepreneurs locaux. Donc si je vous comprends bien, M. Takizala, l'avantage d'avoir la main-d'œuvre locale, plutôt des hommes d'affaires sur le plan local, c'est entre autres pour peser. Mais oui, qu'il y aura c'est un socle. Pour ne pas... C'est un socle. Je vous donne l'exemple. Mon confrère François Hollande, c'est un économiste comme moi. Quand François Hollande arrive à la tête de la République qui est déjà développée, c'est pas il avait des indépendants, pas uniquement des économistes militantisés, mais des économistes indépendants qui écrivaient à François Hollande. C'est ça la politique du XXIe siècle. Et qu'est-ce que François Hollande va faire? François Hollande va comprendre que l'économie française n'était pas financée et par rapport aux voisins allemands. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait créer une banque publique d'investissement. Et à la tête de ces banques publiques d'investissement, ils n'ont pas mis un politique du Parti socialiste. Ils ont cherché un homme d'entreprise comme Mathieu Takizala et jusqu'aujourd'hui à la tête de BPI France. C'est-à-dire que pour permettre à financer l'économie locale. Mon cher, aujourd'hui nous sommes en difficulté. Nos entreprises, même la GECAMINE, ne gagnent même plus la part qu'il avait en 1970. Donc évitons de nous faire comme nous sommes dans un cours de récréation. Et si nous faisons ces sortes d'alarmes, il faut commencer à nous accuser, on ne sait pas quelle est la profession des gens, de quel côté. Mais c'est un économiste, c'est quelqu'un de météo. Et quand ça sonne mal, l'informel est supérieur à la République démocratique du Congo. L'infrastructure pose problème. Aujourd'hui, c'est du public-privé. Il faut qu'on voie la réussite locale de la République démocratique du Congo. Le Nigeria aujourd'hui peut brandir Tony Numelo. Il peut brandir Dangote. Vous allez brandir qui ici? Les politiques déguisés en homme d'affaires. Ce n'est pas leur profession. Il faut faire des choix dans la vie. Ou vous êtes politique, ou vous êtes un homme d'affaires. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas un problème personnel avec des gens. Mathieu Takizala, ce n'est pas un politique. Je suis un homme d'affaires. Et je suis un économiste. Moi, mon rôle est de dire à mes compatriotes qu'on choisit l'apostolat de faire la politique. La politique, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. On doit changer ça, ce paradigme à la République démocratique du Congo. On doit avoir les gens avec leur profession à la République démocratique du Congo. C'est pour ça que nous disons au président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il y a du mal? Je suis un homme d'affaires,
congolais, si j'écris le président de la République démocratique du Congo en disant vis ça et rencontrez-moi, et on lui donne des leçons, le président rencontre les gens. Pourquoi vous l'empêcherez qu'il ne puisse me rencontrer? Mais il faut faire une audition. Alors, non, mais justement, c'est ce qu'on dit. Nous sommes dans les médias. on avance la parole, c'est maintenant. Monsieur Mopele. Merci beaucoup. Respectez les entreprises. Monsieur Mopele, je crois que c'est Ouais. le dernier tour de table justement pour C'est conclure ça, avec voilà, cette émission. Moi, je voulais dire ceci. Moi, quand je vais sur le plateau, même si j'essaierai de l'UDPS, je me comporterai comme quelqu'un de l'UDPS. Ou je me comporterai comme le président de la République, qui lui-même, il a dit la justice est malade, alors que le président de la République. Il vient de dire qu'il y a eu l'armée des clochards, alors que le commandant suprême. Faire le diagnostic, ce n'est pas parce qu'on doit être ceci. Non. Je crois que sur ce plateau, mon frère Kalima, c'est un expert minier. Et on parlait un sujet sur les mines. Il devrait aborder, donner des explications comme l'ami devait le faire. Il a fait l'UEC. Il devrait aborder dans le même sens que l'autre. Je crois que quand on vient sur le plateau, nous les juristes abordons les choses dans les aspects juridiques. Vous qui avez fait, qui avez fait l'UEC, l'économie, abordez ça comme Takissa dans votre thématique, dans votre spécialité. C'est ça l'interdisciplinarité et c'est la beauté de la science. Aussi, moi je ne parlerai jamais de Tshisekedi Félix. Je parlerai seulement du président de la République. Et M. Kalimas, il faut faire la part des choses entre Félix Tshisekedi Tshilombo et le président de la République. Le président de la République. C'est une institution de la République au même titre que le gouvernement. Il n'est pas Messieurs, non, écoutez. Par rapport à l'institution présidente. Je laisse ça. Deuxième chose. Vous avez parlé de l'accord de Washington. Mais je vous pose la question, quelle est la nature juridique de cet accord de Washington sur le plan du droit international public qu'on enseigne? On n'apprend pas ces choses dans vos partis politiques. Vous pensez que nous, on a choisi les droits pour venir essayer d'être contredit par les gens qui ont fait l'IEC? Non. Cher Kalimasi. Alors, après la Première Guerre mondiale, on a créé la Société des Nations comme un mécanisme mondial pour prévenir de nouveaux conflits armés internationaux. Après la Seconde Guerre mondiale, on crée l'ONU. C'est le mécanisme pour régler les conflits armés. Pas Washington, pas les États-Unis. Nous parlons de quoi? Alors, lorsque vous avez un plateau quelque part, il faut bien l'écouter. Donc, les États-Unis, sur le plan du droit international, la Charte des Nations Unies prescrit le principe d'égalité des États. Donc, le Congo est égal aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État Tshilombo, il est égal au chef de l'État Trump. Ça, c'est le droit international public. Moi, je suis juriste et je ne suis pas des relations internationales qui naviguent dans les rapports de force. Même s'il faut l'admettre. Donc, les États-Unis, quel que soit c'est un État puissant, n'a pas une mission en droit international d'imposer la paix. C'est le Conseil de sécurité qui a cette mission, selon la Charte des Nations Unies. Et vous trouverez d'autres mécanismes régionaux. C'est là où vous parlez de la Charte de l'Union africaine. C'est seulement ce que je voulais évoquer, chers amis. Ok. Deuxième chose. Oui. Ici, parce qu'on va conclure. ne voyez pas seulement le Rwanda. J'étais avec les amis en Guinée-Conakry. On a découvert un gisement de fer et d'autres équivalent à 20 milliards de dollars. Mais c'est les Rwandais qui sont là. Les États-Unis ont signé avec la Guinée-Conakry, avec l'actuel président, là, le putschiste Doumbaya, et c'est le Rwanda qui gère cette exploitation minière en Guinée-Conakry. Donc vous devez comprendre ces choses.
Quel est le rôle que les États-Unis donnent au Rwanda? Et si vous croyez maintenant que vous êtes maintenant les plus aimés des États-Unis plus que les Rwandais, ah non, vous êtes en train de marcher. Aussi, ça a ouvert les yeux. Et ça a ouvert plutôt les yeux. Vous parlez que non, les entreprises vont venir ici, tout ça. J'étais content, je suis avec un expert minier. Pour arracher la paix de Sun City, on a donné Tenke Fungurume aux Américains. Et qui a donné? On a donné Bandiro, non, on a donné Saramabila, les mines d'or de Saramabila à Bandiro, multinationale anglo-saxonne. Lui, il est expert minier. Est-ce que ces gens ont exploité le Congo, les minerais du Congo, en respectant notre code minier? Nos inspecteurs même miniers, les gens même de la Dégérade, n'avaient même pas droit d'accéder. C'est la même chose du Congo du côté de Mwanda ici, avec ceux qui exploitent le pétrole. Donc, il faut faire attention avec les accords. Si vous interrogez l'histoire politique du Congo, Léopold II a signé des accords, 700 accords, avec nos chefs coutumiers, nos rois, nos empereurs, pour dire que je viens vous aider pour chasser quoi? Les négriers, arabes et autres. Pour faire quoi? Pour vous soigner de l'épidémie des maladies du sommeil. Alors qu'il est venu nous arracher nos terres. Et ça sera validé sur le plan de l'international avec la conférence nationale de Berlin. C'est-à-dire, je vous appelle à la prudence et non au fanatisme. C'est tout. Ok, moi je pensais que tu allais décortiquer la matière convenablement, puisque tu t'attaquais même à Kalimat. Je suis juriste expert en matière minière. Il faut que tu sois bien informé du fonctionnement de la politique minière en RDC et au regard même de la loi qui autorise la libéralisation des secteurs miniers. Lorsque tu cites Tenke Fungurume, j'ai posé la question, qui a cédé, puisque vous venez de donner des éloges à des personnages ici. Moi, je ne fais pas un débat de personnages. Nous, à l'IDP, on ne veut jamais citer les noms des gens. Nous devons être convergents des idées. C'est la conclusion, je pense. Historiquement parlant, bien qu'aujourd'hui, je partage le même idéal que Mbemba dans l'Union sacrée, Mbemba était vice-président de la République. La situation de Tenke Fungurume, j'aimerais qu'un jour qu'il fasse un débat ici sur le plateau. Le secteur minier ne pouvait pas échouer, elle n'est même pas mauvaise. Lorsqu'on a dilaté les fonctionnements en faisant participer le secteur privé pour l'émergence de la classe moyenne. Il y a deux grandes étapes en matière minière. Il y a la classe moyenne qu'on a fait l'organisation artisanale, il y a l'organisation à grande échelle. Ce que Tshisekedi vient de boucher, nous avons CAPEM qui a souscrit avec l'État congolais pour faire l'exploitation à grande échelle. Mais il réside au niveau des coopératives qui manquent le moyen, puisque c'était des banques qui devraient financer les coopératives pour faire l'artisanal. Vous comprenez? Or, les banques, partout ici, tous les banques privées n'ont pas financé les coopératives. Les coopératives ne sont pas crédibles devant les banques. Et les coopératives doivent fonctionner pour orienter les créateurs et l'encadrement des créateurs. Mais si vous remarquez aujourd'hui en République démocratique du Congo, les coopératives, ces moyens-là pour encadrer les créateurs, ils vont les trouver où? On trouve qu'il y a des sociétés minières qui interviennent. Lorsqu'on estime quelque part qu'il y a eu un PE transformé en un ZEA, qui est la zone d'exploitation artisanale, KPM refuse d'aller là où on va lui taxer. Et les taxes, il recourt avec la coopérative, il achète les minéraux à un vil prix. Vous comprenez? Et l'État, c'est un manque à gagner pour l'État. Tout ça, tu sais qu'il y a trouvé. Il y a d'autres éléments que je viens de développer ici. Nous avons les gisements, la géologie de la Gécamine, la géologie des Camille, a octroyé, conformément à la loi, dans l'ancien régime, je parle de l'ancien régime, il y a eu un individu qui a 400 carrés miniers, il y a un individu qui a 350 carrés miniers, il y a des sociétés offshore qui n'ont ni des installations, ni les infrastructures. Vous comprenez? Ils gardent ça, on ne met pas en développement, et en même temps il y a chômage. Vous comprenez? Et il y a manque à gagner pour Tshisekedi. Lorsque IGF intervient, l'IGF estime que la Gécamine a déjà livré le... Rapidement, nous sommes en train de comprendre. Vous comprenez? Il estime que la Gécamine avait déjà livré une amodiation. On sous-attend qu'il y ait exploitation. Il faut remettre l'argent dans les comptes
de l'État, dans les trésors publics. Il arrive là-bas, le monsieur n'a pas développé. C'est pourquoi Tshisekedi a dit récupérons les gisements à ceux-là qui n'ont pas développé. Non, maintenant nous recourons vers la nature juridique des accords. Papa, les États-Unis, en matière de résolution des conflits, en matière de procédure d'établissement des paix, c'est le beaux office qui intervient. Vous comprenez? Nous sommes en termes internationaux. Vous voyez un peu ça. Le problème de l'Est a été accepté par le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Laisse-moi que je parle, sinon nous risquerons de faire des dilatoires. Je dis ceci, lorsque les États-Unis aujourd'hui réunissent le Rwanda avec la République démocratique du Congo, puisqu'il y a une résolution 12/276 qui atteste que le Rwanda est agresseur de la RDC. Mais pourquoi les États-Unis ne peuvent pas jouer des beaux offices? Alors, on n'a pas suffisamment d'États. Sinon, on risque de faire de l'amalgame. Nous sommes vraiment arrivés à la fin, nous avons largement débordé. Nous avons pris 15 minutes je dois réagir, du journal en langue. Vous me coupez comme ça, je dois réagir. Non, je vais commencer maintenant par vous pour ne pas vous couper. Ah oui. Je vous dis, M. Kalima, c'est grand merci. Je voudrais vous dire que les droits avant qu'ils ne soient scientifiques a commencé au village. Innocent, L'économie grand merci à vous. Monsieur Takizala, je vous dis grand merci. Et également Monsieur Moupele, grand merci. Lorsque les États-Unis parrainent quelque chose, ça doit aboutir. Est-ce que vous pouvez nous respecter les téléspectateurs? Je vous dis grand merci, aimables téléspectateurs. Ça nous renvoie justement aux documents, oui, des accords. Il faudrait les lire, aimables téléspectateurs. Parce que j'ai compris qu'ici, on a le temps d'analyser et de lire. Oui, il faut les lire parce que je crois déjà qu'à partir de la semaine prochaine, il faut qu'on commence à avoir ces accords ici sur cette table des membres des téléspectateurs. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin pour dire que oui, on parle de la sécurité, on parle de mort d'homme, on parle d'agression et de guerre, mais le soubassement est économique. Oui, c'est les intérêts qui priment, c'est le développement de la RDC et il y a lieu aujourd'hui d'évoquer ces questions de sécurité sans oublier le volet économique. Et même les téléspectateurs, c'était un grand plaisir. Je vous souhaite, oui, justement... Vous voulez avoir la paix, vous voulez avoir la sécurité et l'économie et sociale. Donc, nous vous disons grand merci. On souhaite d'ailleurs joyeux Noël parce que la prochaine fois qu'on va se retrouver, ça sera déjà le 26, si je ne m'abuse. Donc, on aura déjà fêté Noël et la semaine prochaine, ce sera le tout dernier numéro de Ça fait débat. Aimables téléspectateurs, c'était un réel plaisir le temps de vous dire à vous, aimables téléspectateurs aussi, à vous, tous les invités. Tout au long de l'année, vous avez été avec nous. Oui, nous vous disons grand merci et on va continuer ainsi. Pourquoi pas? Des suggestions seront toujours les bienvenues pour améliorer et vous permettre d'avoir un champ un peu plus large d'informations et de connaissances en termes politiques, économiques, sociaux, pourquoi pas culturels. Grand merci à vous.